Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Métro News par la semaine. Voici les principaux titres à la une. La PNH confirme la libération des 4 policiers détenus à Delma 33. L'institution policière annonce par ailleurs avoir pris des mesures conservatoires à leur encontre pour insubordination et manquement disciplinaire. Une enquête est en cours à l'IGPNH. Rappelons que lundi, des individus se réclamant de l'institution policière ont semé la panique dans les rues de la capitale afin d'exiger la libération de leurs collègues. L'ex-militaire Ashley Larac réagit aux troubles provoqués par des policiers dans la capitale. Il dénonce une action qu'il estime inspirée du groupe Fantôme 609. Il s'interroge aussi sur la fiabilité de l'institution policière et évoque une possible manipulation politique visant à fragiliser les plus hautes autorités de l'État. Également à la une, l'économie haïtienne continue de s'enfoncer dans la récession. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international, le FMI prévoit une nouvelle contraction du PIB en 2026, soit de moins 1,7%. L'insécurité persistante et la dépendance aux importations fragilisent davantage les perspectives de relance. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La police nationale a recadré ses agents à la suite de tensions liées à la mise en cause de 4 policiers visés par une enquête de l'inspection générale pour insubordination et manquement disciplinaire. Auditionnés depuis le 26 avril, ces agents, initialement placés en isolement, ont été soumis à des mesures conservatoires durant la poursuite des investigations. Cette décision non définitive vise à garantir le bon déroulement de la procédure. Dans un communiqué, la Direction générale rappelle qu'aucun policier n'est au-dessus des règles. Elle interdit tout usage illégal des équipements de l'État et avertit que tout individu armé et cagoulé sera traité comme un hors-la-loi. Elle appelle par ailleurs au calme et à la continuité du service, assurant que l'enquête se poursuit dans le respect des procédures afin d'établir les responsabilités et de préserver la crédibilité de l'institution. Toujours concernant ce dossier, Ashley Larac de l'Association militaire d'Haïti exprime sa vive surprise face au mouvement séditeux au sein de la PNH qui a secoué Port-au-Prince lundi, tout en s'interrogeant sur la confiance que l'on peut accorder à une police qui ne croit plus en la justice de son pays. Il voit dans cette action, rappelant le mode opératoire de Fantôme 609, une manipulation politique visant à déstabiliser le leadership du directeur général Vladimir Paraison et du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Face à cette nouvelle épreuve, Ashley Larac appelle à une reprise en main immédiate de l'institution ainsi qu'à des sanctions fermes pour établir la discipline au sein des rangs. Il est en ligne avec nous. Monsieur Ashley Larac, bonsoir. Merci d'être avec nous à Métro News. Bonsoir, je suis très heureux d'être avec vous. Hier lundi, il y a eu justement des tensions au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince pour cause 4 policiers qui ont été détenus et leurs frères d'armes demandaient leur libération qui a eu lieu ce mardi. Quelle est donc votre lecture par rapport à ce qui s'est passé hier, à toute cette tension qu'il y a eu hier, monsieur Larac? Bon, nous sommes et nous n'avons pas ni plausible ni correct sur ce qui s'est passé, mais il y a 2 actes qui sont répréhensibles. D'abord, des policiers qui se sont mis en mutinerie contre le commandement hiérarchique pour protester. Ça ne se fait pas. On ne peut pas avoir des policiers parce qu'on a mis leurs 4 frères d'armes en garde à vue pour une suspicion mais pour interrogation, qui maintenant saisissent la clé des véhicules, des chauffeurs de taxi qui n'ont rien à voir avec ça. On ne peut pas pénaliser une population qui n'a rien à voir avec ce qui a été infligé aux policiers. C'est pas normal. Donc selon vous, il y avait d'autres moyens pour eux de faire passer leurs revendications? Écoutez, il y a toutes les voies légales, et je crois que la police est la première à connaître les voies légales, puisque quand vous avez affaire à la justice, c'est la police qui est son bras armé. C'est la police qui vient vous arrêter, vous amener au poste et vous déposer en garde à vue en attendant que le juge vous reçoive. Donc la police sait très bien que quand il y a des plaintes à formuler, il connaît le chemin.
les plaintes, ils ont tout leur bureau pour ça, ils ont leurs chefs de personnel pour ça, ils peuvent formuler des plaintes correctement. Mais si la police elle-même commence à faire des spectacles anarchiques, où allons-nous? La police, qui est le bras de la justice, ne respecte pas la justice. C'est foutu dans ce pays. Ce n'est pas normal. Parlant de la police et qui est appelée à rétablir la situation sécuritaire, nous savons que Haïti connaît depuis quelque temps déjà une instabilité en ce qui a trait justement aux questions sécuritaires. Récemment, le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, avait plaidé pour l'envoi rapide de la force de répression des gangs. L'envoi de cette force assez rapidement, est-ce que cela pourrait justement nous amener à organiser les élections à la fin de l'année comme prévu par le gouvernement? Bon, il faut prendre le temps de voir ce que cette force va faire, puisque nous avons déjà un élément et une équation inconnue sur le terrain. Il y a l'équation des forces et des mercenaires qui sont ici et qui font des poses de drone régulièrement. Nous ne savons pas ce que cette force a pu réaliser jusqu'à présent. Aucun bilan spécifique de la réalisation des forces qui ont été importées et payées par le gouvernement haïtien. Nous n'avons pas de résultat officiel. Or, c'est le gouvernement haïtien qui a payé cette force-là. Et ensuite, maintenant, la force multinationale, est-ce qu'elle va travailler avec la force, avec les mercenaires qui sont déjà ici? Est-ce qu'elle va travailler avec l'armée d'Haïti? Est-ce qu'elle va travailler avec la police nationale ou avec tout ce beau monde-là? Quel est le commandement unifié? Parce qu'on ne peut pas avoir un commandant pour chaque chose. Il faut avoir un commandant, quelqu'un qui dicte les choses. Est-ce qu'on va le donner ce soin-là au commandant de l'armée? Donc, c'est une nébuleuse. Nous ne savons pas exactement comment ça va fonctionner. Nous voyons jusqu'à présent que c'est ce qu'on appelle dans notre langage, un bruit vidé. Nous espérons que le calme pourra être rétabli dans peu de temps. Mais nous espérons, nous voyons déjà, regardez la police qui se soulève. Mais ce n'est pas un acte innocent. Pendant que la force multinationale est en train de rentrer, pendant que l'armée d'Haïti est en train de consolider ses bases et de reformer, brusquement, les policiers se fâchent parce qu'on a arrêté les leurs. Donc selon vous, il y a des bras politiques derrière ça? Quelqu'un qui ne veut pas que le chef de la police réussisse et que l'armée se remobilise correctement. Donc c'est quelqu'un c'est un groupe politique très probablement, ce sont des manœuvres politiques. Donc merci infiniment, M. Ashley Larraque, d'avoir partagé avec nous votre point de vue par rapport à cela. Merci beaucoup pour vos analyses. C'était un plaisir. Merci encore. Voilà donc les précisions du porte-parole de l'Association des militaires d'Haïti. Il était avec nous ce soir justement pour commenter l'actualité. Merci de votre fidélité à Métro News. L'ancien député Franck Lauture, actuel directeur de l'Institut national de formation professionnelle, dresse un constat alarmant après le mouvement orchestré par des policiers protestataires lundi. Entre blocage de route et tirs nourris, il pointe du doigt un désordre provoqué par cela même censé garantir l'ordre, signe d'une rupture profonde de confiance envers la police et la justice. Pour Franck Lauture, l'heure est à une inspection rigoureuse et urgente du système judiciaire haïtien. L'ancien député était invité ce mardi à la rubrique Le Point de Métropole. C'est une situation regrettable qui était évitable. Mais ça participait de ça que je toujours dit, de l'effondrement de l'État. Nous avons noyé dans une illusion, côté que parce que nous avons des militaires avec uniforme dans la rue, parce que nous avons ministre, directeur général avec sirène dans la rue, nous prétendons que l'État bout. Non. L'État s'est longtemps effondré. Et ça qui passe hier là, c'est un fait révélateur d'un problème qui est plus profond. Le problème de l'effondrement de l'État. Et n'a pas rappelé, ça n'a pas parlé de l'IA. C'est un désordre à mettre à la charge des agents de l'ordre.
Ou qu'à comprendre. C'est agent de l'ordre qui a fait des ordres. Et ça me pense tout faut que nous voyons regarder l'état de notre justice. C'est un aspect nous toujours minimisé dans l'explication des problèmes de criminalité, de désordre, de violence. Mais justice là, il est entré dans l'explication ça. Parce que tout le monde qui pas croit, il y a un seul côté qui a demandé justice. Et que la joindre réflexe li, c'est toujours bailler tête la justice. Tout le monde qui pas croit dans l'institution judiciaire, réflexe c'est toujours tenter suppléer la justice là. Régler des problèmes qui normalement dans tout pays réglés par la justice. C'est un problème sérieux. Je pense qu'il méritait un débat plus large, plus profond que ça n'a pas effleuré là. Autre dossier, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a réuni lundi une cinquantaine de représentants de la société civile, incluant des organisations de jeunes, de femmes, ainsi que des membres du secteur privé. Cette rencontre visait à définir les priorités en matière de sécurité, de gouvernance et de processus électoral. Au cœur des débats, les participants ont exprimé leurs vives inquiétudes face à l'insécurité persistante et au blocage institutionnel qui paralyse le pays. Les discussions se sont appuyées sur le dernier rapport du secrétaire général de l'ONU qui souligne l'urgence de restaurer l'autorité de l'État. En plus des défis politiques et logistiques liés à l'organisation des futurs scrutins, le BINU a réaffirmé sa volonté d'aligner son action sur les attentes locales à travers une approche participative. Parlons à présent économie à Metro News. Les perspectives économiques restent sombres pour Haïti. Dans son dernier rapport de conjoncture, le Fonds monétaire international, FMI, anticipe une croissance négative du produit intérieur brut, PIB, de moins 1,7% pour l'année en cours. Ce recul prolonge la récession aggravée par l'insécurité persistante qui paralyse les circuits de production et de distribution. Parallèlement, les indicateurs du commerce extérieur révèlent une dépendance envers le marché voisin. Les exportations dominicaines vers Haïti ont bondi de 22% au premier trimestre 2026. Cette hausse, portée par les matériaux de construction et les produits alimentaires de base, souligne les capacités de l'industrie nationale à répondre à la demande locale, exacerbée par l'instabilité des zones industrielles. Les chambres de commerce et d'industrie haïtiano-canadiennes et le Conseil national des télécommunications Conatel ont annoncé ce mardi la première édition d'une foire technologique prévue les 15 et 16 mai à l'Hôtel Montana. L'événement accueillera plus d'une vingtaine d'exposants issus de plus d'une dizaine d'universités, offrant un espace de rencontre riche en échanges, a indiqué le président du conseil d'administration de la Chambre, Gérald Laborde. Cette foire ambitionne notamment de donner aux jeunes étudiants passionnés du numérique la possibilité d'exposer leurs créations. Suivez ce compte-rendu, signé Garbijan. Placer la technologie au cœur de l'économie haïtienne, telle est l'ambition partagée par le Conatel et la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne. Les deux partenaires ont lancé une foire technologique misant sur le potentiel des étudiants pour impulser le développement numérique du pays, a souligné l'ingénieur Gérald Laborde, président du conseil d'administration de la CCIHC. Parce que ce qu'on veut avant tout, c'est donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Ils ont beaucoup d'idées, croyez-moi. Vous ne les avez pas vues, les vidéos, nous on les a vues. Les universitaires travaillent beaucoup. On doit les aider à pouvoir faire en sorte que ces projets, même parfois s'ils sont encore dans la tête, puissent naître de façon à bâtir un autre Haïti. Parce que c'est seulement comme ça qu'on pourra s'en sortir dans les mois et les années à venir. Déjà, entre 20 à 25 exposants issus de 11 universités ont confirmé leur participation, précise le responsable. De son côté, Joseph Roberto Moroz, directeur général du Conatel, voit dans cet événement une opportunité idéale pour célébrer la Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information, prévue le 17 mai. Dans le cadre de célébration journée ça, Conatel associé effectivement avec Chambre de commerce d'industrie haïtiano-canadienne, l'a organisé 2 jours de foire
à Montana. Je crois que M. Laborde a tout détail sur ça. Là, au cours de journée, ça a gagné des tables rondes, a gagné des conférences. Table ronde lui a traité de tout sujet, de sujets qui intéressaient tout le monde. Et je pense que en pile monde doit faire déplacement pour venir assister à deux journées, 2 fois ça. Placée sous le signe de l'innovation, cette foire s'inscrit dans un contexte où le commerce en ligne gagne du terrain en Haïti. Jean-Philippe Brun, directeur général de la Digicel, apportant son plein soutien à l'initiative, y voit un prolongement naturel de la politique de responsabilité sociale de son entreprise. Depuis le lancement, nous investissons énormément dans toute communauté côté que nous évoluons parce que nous absolument croyons que sans investissement dans la communauté, nous ne pas arriver dans le maximum de potentiel que nous voulons arriver comme entreprise. Et c'est ça qui est RSE. C'est ça qui est source qui fait que nous créons Fondation nous, côté que depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, nous investissons près de 100 millions de dollars à travers la communauté nous dans le pays en général. Pas plus tard qu'un mois de ça, nous lançons 10e initiative noire qui relève Combit pour changement, qui c'est des financements que nous gagnons pour des projets communautaires dans tout arrondissement et commune pays. Côté que nous prenons gagner plus que 15 primes de 10 000 dollars pour des gens qui ont développé des programmes qui pourraient bénéficier et communauté. Invitant la jeunesse à répondre massivement à l'appel, les organisateurs espèrent découvrir des projets à fort impact social dont les meilleurs seront récompensés. Ce rendez-vous repositionne le numérique comme un secteur stratégique malgré les défis structurels et économiques qui continuent de freiner l'accès à Internet. Célébration des 70 ans de coopération entre Haïti et le Japon. Une cérémonie s'est tenue pour l'occasion en présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, la ministre des Affaires étrangères Aïna Forbin et des figures de l'ambassade du Japon en Haïti. La ministre des Affaires étrangères a salué la convergence de vues entre les deux pays sur les grands enjeux internationaux comme la consolidation de la paix, la sécurité humaine ou la non-prolifération nucléaire. Le Japon reste un partenaire engagé auprès d'Haïti dans des efforts de rétablissement de la sécurité, notamment à travers son soutien à la mise en place de la FRG, affirment les responsables du gouvernement haïtien. Ils évoquent la nécessité de renforcer cette coopération. C'est un compte-rendu de Riti Fortuné. À l'occasion de la célébration des 70 ans de coopération entre Haïti et le Japon, une cérémonie solennelle a réuni de nombreuses personnalités politiques et diplomatiques. Prenant la parole, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a salué ce partenariat durable tout en exprimant le souhait que Tokyo continue d'accompagner le pays, notamment dans l'organisation des prochaines joutes électorales. En cette période difficile, au cours de laquelle Haïti fait face à des enjeux majeurs, existentiels, je demeure convaincu que le Japon continuera à apporter son soutien à notre relèvement économique. Je suis persuadé que le Japon continuera à renforcer ses actions dans l'accompagnement des efforts du gouvernement haïtien en vue du rétablissement de la sécurité, de l'organisation des élections générales pour permettre au peuple haïtien de se doter de dirigeants légitimes, issus des urnes et du redressement économique du pays, lesquels sont les 3 axes prioritaires de mon gouvernement. Pour le chef du gouvernement, cet appui est essentiel afin de consolider les acquis démocratiques et renforcer la stabilité institutionnelle de la nation. Nos pays connaissent ces relations d'amitié depuis la reprise officielle en 1956. Ces relations se caractérisent aussi par la concertation et la communication continue, qui s'opèrent à différents niveaux, comme en témoignent les nombreuses visites échangées entre nos 2 pays. À cet égard, je garde un souvenir ému de l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation haïtienne de très haut niveau qui avait séjourné au Japon au mois d'octobre 2025 dans le cadre de la journée de l'exposition universelle à Osaka.
De son côté, la ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, a mis en avant les avancées significatives enregistrées dans le cadre de cette coopération bilatérale. Elle a particulièrement souligné le rôle du Japon dans le renforcement de la sécurité, notamment à travers son soutien à la police nationale. La ministre a également salué l'engagement constant du pays du soleil levant dans des secteurs prioritaires tels que la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire. Dans cette nouvelle dynamique, nous appelons de nos vœux une coopération orientée vers l'impact, où l'expertise japonaise se conjugue à la résilience du peuple haïtien pour ouvrir de nouvelles perspectives. Ces 70 années doivent être le début d'une nouvelle ère. Mesdames, Messieurs, la véritable amitié entre les nations ne se mesure pas par ce qu'elles traversent, mais par ce qu'elles bâtissent ensemble. Le 70e anniversaire que nous célébrons aujourd'hui nous offre l'occasion privilégiée pour une coopération plus audacieuse, plus concrète et plus transformative. Les représentants diplomatiques japonais ont pour leur part rappelé les moments marquants de cette relation historique initiée officiellement en 1956. Ils ont évoqué avec satisfaction les progrès réalisés au fil des décennies. Les relations entre Haïti et le Japon se sont développées graduellement depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 1956. Toutefois, les premiers jalons de cette coopération remontent en 1931 avec la création du consulat de la République d'Haïti au Kobe, au Japon. Cette dynamique s'est poursuivie avec l'ouverture de l'ambassade de la République d'Haïti au Japon en 1960. Les diplomates nippons ont insisté sur l'importance de poursuivre cette collaboration suivant les objectifs de développement durable, tout en adaptant les interventions aux défis actuels du pays. Cette commémoration a ainsi permis de renouveler les engagements mutuels pour un avenir fondé sur la solidarité et le développement partagé. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. La PNH confirme la libération des 4 policiers détenus à Delma 33. L'institution policière annonce par ailleurs avoir pris des mesures conservatoires à leur encontre pour insubordination et manquement disciplinaire. Une enquête est en cours à l'IGPNH. Rappelons que l'audit des individus se réclamant de l'institution policière ont semé la panique dans les rues de la capitale afin d'exiger la libération de leurs collègues. L'ex-militaire Ashley Larac réagit aux troubles provoqués par des policiers dans la capitale. Il dénonce une action qu'il estime inspirée du groupe Fantôme 509. Il s'interroge aussi sur la fiabilité de l'institution policière et évoque une possible manipulation politique visant à fragiliser les plus hautes autorités de l'État. Et puis l'économie haïtienne continue de s'enfoncer dans la récession. Selon les dernières projections du Fonds monétaire international, le FMI prévoit une nouvelle contraction du PIB en 2026, soit de moins 1,7%. L'insécurité persistante et la dépendance aux importations fragilisent davantage les perspectives de relance. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Prenez soin de vous. Bonsoir.